Bonjour, bienvenue au second webinaire des nominés au concours de l'AICVF de l'innovation. Je suis Alain Douillard, responsable du comité information et communication, et en introduction, je vais vous préciser quelques règles concernant le déroulement de ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez vos micros et vidéos fermés, coupés. Et au cours de la présentation, chacun d'entre vous aura la possibilité de poser les questions de préférence dans le fil de discussion. Et à l'issue de chaque intervention, je prendrai la parole pour vous relater les questions, et chaque intervenant vous répondra directement. À l'issue de ces 6 interventions, un temps de parole et de questions complémentaires sera possible. Et là, on le fera avec la possibilité de vous exprimer en direct. Et pour cela, je vous demanderai de lever la main et j'ouvrirai individuellement le micro à la personne qui souhaite poser la question. Et donc, l'intervenant concerné vous répondra. Ce webinaire est donc enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'AICVF d'ici quelques temps, le temps de faire quelques ajustements pour que ce soit quelque chose qui soit un peu plus joli qu'un enregistrement brut. Et bien maintenant, je vais laisser la parole donc à Paul Brejon, président de la commission des prix, qui va donc avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, Paul, c'est à toi. Merci Alain, bonjour à toutes et à tous. Je suis bien sûr très heureux d'animer la deuxième partie de ce webinaire des nominés du premier concours AICVF de l'innovation. Je voudrais tout d'abord vous rappeler en quelques mots la genèse de ce concours. C'est notre président Michel Duclos qui a eu l'idée de redynamiser les prix de l'AICVF et de créer un prix particulier vraiment ciblé sur les membres personnes morales de l'AICVF. Ça, c'était le message important de départ. Et on a choisi de mettre en valeur les innovations portées par nos membres personnes morales qui sont représentatives de tout l'effort de progrès et d'innovation du secteur du génie climatique, c'est-à-dire du secteur que nous partageons et qui nous réunit au sein de l'AICVF. Donc, cette idée, elle a été lancée il y a 1 an. Donc, si on est très heureux d'être aujourd'hui réunis, Michel Duclos, notre président, Michel Marino, qui est en charge qui vous accompagne, qui accompagne les membres personnes morales de l'AICVF, si on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a 1 an, la notion même était en train de naître et il n'y avait strictement rien derrière. Donc, en 1 an, on a accompli un petit peu de chemin, on a défini les règles du jeu, lancé un appel à candidature. On a eu la bonne surprise de voir que dès la première année, même si on l'a fait par temps de Covid, dans des conditions un peu difficiles, vous avez été nombreux, les membres personnes morales, à répondre. À partir de là, l'AICF a mis en place son comité technique présidé par Mohamed Abdel Moumen, qui a sélectionné 13 dossiers, 13 innovations, et ces 13, ce sont en fait les 13 nominés. Et ensuite, le jury a concentré le tir et parmi les 13 nominés, il a identifié quelques-uns, en l'occurrence 5, qui ont été les lauréats. Aujourd'hui, qu'on soit lauréat ou nominé, de toute façon, vous êtes tous nominés d'une certaine façon et on est heureux de vous donner la parole. Le 14 janvier dernier, en visio toujours, on a organisé la première séance de remise des prix qui a été relayée sur YouTube, sur LinkedIn. Alain Douillard est à la manœuvre et fait le maxi, qui a été relayé également par CVC, tant dans la lettre que dans la revue. Donc, merci à Alain Baudin, qui est notre secrétaire, pas secrétaire de rédaction, mais qui est le directeur de la publication, en quelque sorte. Voilà, donc tout ça a été relayé et ces 2 webinaires qui clôturent l'année 1. Voilà un petit peu le parcours. Donc, on va aujourd'hui, donc vous allez avoir 6 présentations et on fait suite à la séance du 23 mars, au cours de laquelle les 6 autres nominés avaient présenté leur innovation. On va tout de suite démarrer et on démarre avec la société Anjos.
représenté par Nicolas Dufour, qui est responsable marketing d'Anjos. Alors, Anjos, c'est très important, et là, je veux les mettre à l'honneur, parce qu'Anjos il est bien sûr nominé, mais il est aussi le premier prix de cette première édition du concours ISEF de l'innovation. Il va nous présenter une entrée d'air filtrante associée à de très faibles pertes de charge. Nicolas Dufour, vous êtes prêt et je vous passe la parole. Je partage l'écran. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. L'écran est bien partagé. Oui. Donc déjà, je tiens à remercier doublement la ICVF. Le premier remerciement, c'est parce que pour cette organisation de ce concours d'innovation, qui était une très belle initiative, et l'engouement que cela a suscité, je pense qu'en est la preuve. Et le deuxième remerciement, c'est pour le prix qui nous a été attribué. Je suis très, très content pour mes équipes de recherche et développement qui ont travaillé sur ce projet, puisque cette récompense est vraiment un aboutissement pour eux et la reconnaissance du travail qui a été effectué sur ce projet. Voilà. Donc, je vais vous présenter une entrée d'air filtrante. Dans un premier temps, il me semblait intéressant de rappeler un petit peu le contexte et le pourquoi il faut filtrer l'air. Donc, la QAI est un enjeu majeur de santé publique et ça, on l'a bien vu depuis quelques années. Et je dirais qu'avec la pandémie qu'on est en train de vivre, on se rend de plus en plus compte. Donc, il y a une prise de conscience un petit peu générale des pouvoirs publics et puis de la profession en général. Donc, c'est important. D'autre part, nous buvons 1 litre d'eau par jour, nous mangeons 1 à 2 kilos de nourriture par jour et nous respirons entre 15 et 25 kilos d'air par jour. On a l'habitude de faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on boit, et il est peut-être intéressant aussi de faire attention à ce que l'on respire. Une autre donnée qui est maintenant partagée et qui est connue, c'est que nous passons pratiquement 80 à 90% de notre temps dans les espaces intérieurs, et donc il est donc important aussi de maîtriser cet air intérieur. Les conséquences d'une mauvaise qualité d'air sont principalement, elles contribuent à différentes maladies respiratoires et cardiovasculaires. On a aussi, beaucoup d'études montrent qu'il y a une baisse de la productivité des personnes, voire de l'absentéisme dans les bureaux. Et puis surtout, il y a une étude qui est parue en 2014, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et qui avait annoncé que le coût socio-économique qu'on pouvait attribuer à la mauvaise qualité d'air était estimé à 19 milliards d'euros par an en France. Donc voilà. Donc la ventilation, la filtration dans la ventilation est uniquement présente aujourd'hui dans les centrales de traitement d'air ou dans les doubles flux, mais pas du tout dans les systèmes de simple flux. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer une entrée d'air filtrante. Donc une entrée d'air filtrante qui s'appelle la Filea 30. 30, pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a un module de 30 mètres cubeurs. Donc module de 30 mètres cubeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un débit de 30 mètres cubeurs sous 20 pascal. Et donc il y a eu dans la profession, il y a déjà eu des essais de la part de confrères de réaliser des entrées d'air filtrantes. Par contre, on était avec des filtres, je dirais un peu grossiers, qui étaient plutôt basés sur les PM10. Et nous, notre objectif était d'aller jusqu'à filtrer les PM1, donc les particules PM1. Donc, il y a eu un gros travail qui a été effectué avec notre partenaire de filtre pour travailler sur la perte de charge du filtre, puisqu'en fait, contrairement aux installations de double flux ou de centrales de traitement d'air, nous avons des débits et des pressions très faibles sur les entrées d'air, puisqu'on est autour du mètre cubeur et du pascal. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur la conception du filtre, sa forme géométrique et sa composition, pour arriver à pouvoir développer un filtre de classe ISO EPM1. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail des efficacités de filtration, sur les PM10, on est à 89%, sur les PM2.5, on est à 69%, et sur les PM1, on est à 58%, suivant la norme ISO 16890. Donc, cette entrée d'air a été conçue au départ spécialement pour la rénovation, puisque c'est un gros marché, la rénovation. Elle s'installe sur les mortaises standards des entrées d'air classiques qu'on a aujourd'hui, donc 354 par 12 mm. Et l'entretien est très simple au niveau de l'entrée d'air, puisqu'on a accès directement au filtre en déclipsant la flasque avant. On peut accéder au filtre et le remplacer. Une autre
particularité au niveau de l'entrée d'air auquel il fallait faire attention, c'était l'encrassement du filtre, justement, parce qu'il n'était pas concevable de dire qu'une entrée d'air filtrante, il fallait changer le filtre tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on a beaucoup travaillé sur le filtre pour que l'encrassement n'augmente pas de manière conséquente la perte de charge. Donc, on a réalisé des tests in situ, on a installé des entrées d'air sur un chantier dans la région parisienne, sur plusieurs logements, et on a laissé les entrées d'air vivre pendant 12 mois, et on a fait des tests avant et après. Donc, vous avez une photo qui vous représente l'encrassement du filtre après 12 mois de fonctionnement, et vous avez la courbe aérolique qui reprend les deux parties, avant encrassement et après encrassement au bout de 12 mois. Donc, en vert, on retrouve la courbe du filtre neuf, et en bleu, la courbe du filtre encrassé au bout de 12 mois. Et on s'aperçoit en fait qu'on a une très faible perte de charge due à l'encrassement, puisqu'on est environ à 2 pascal, et ce qui est une belle performance. Et donc, de ce fait-là, on estime qu'on peut changer le filtre une fois par an minimum. Voilà. Et vous avez donc la caractéristique acoustique de l'entrée d'air. Et donc, on est sur un DNE WCTR, puisque c'est la valeur qui représente l'isolement acoustique de l'entrée d'air, de 34 décibels. C'est aussi pour ça qu'on peut l'installer en rénovation, puisqu'en neuf, on a des performances acoustiques qui doivent être un peu supérieures. Voilà. Je suis peut-être allé un peu vite, mais je pense avoir dit l'essentiel sur le produit. Alors, Nicolas Dufour, d'abord, un grand merci parce que votre présentation est extrêmement claire, est à la fois technique, précise. Alors, vous avez effectivement battu un record de vitesse. Oui, vous avez dit que 9 minutes, c'était très long, puisque finalement, vous avez voilà, en 6 minutes, vous nous avez brillamment présenté cette innovation. Alors, je donne tout de suite la parole à Alain Douillard, qui a dû recevoir, j'en ai vu passer, donc au moins une question, et peut-être plus. Alain. Oui, tout à fait. Donc, il y a une question de Priscilla Pettinga qui est la suivante. Comment suivez-vous l'encrassement et que préconisez-vous aujourd'hui pour la maintenance? Comment suit-on l'encrassement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut préciser la question? Puisqu'en fait, l'étude que nous avons faite in situ nous permettait de voir qu'au bout de 12 mois, l'encrassement du filtre n'augmentait pas la perte de charge de l'ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on préconise un remplacement une fois par an du filtre. Et après, l'entretien du filtre, c'est ce que je vous ai dit, on vend des filtres à l'unité, et c'est très simple, il n'y a pas de démontage avec outils à faire sur l'entrée d'air, on a simplement à déclipser la face avant et à remplacer le filtre. Très bien. Une seconde question d'Alain Baudin. Le DTU 68.3 stipule qu'il ne doit pas y avoir de filtre avec un maillage inférieur à 3 mm. Est-on OK avec le DTU avec ce filtre? Excusez-moi, le DTU 68.3 ne parle pas de filtre, il parle de grille avec un maillage inférieur à 3 mm. Et en fait, le DTU, la précision qui est apportée sur le DTU concerne les grilles anti-moustiques, qui sont des éléments qui ne sont pas du tout pris en compte, dont l'augmentation de la perte de charge de l'encrassement n'est pas pris en compte. Le filtre est un élément qui est pris en compte, comme on l'a vu dans les essais, donc il n'est pas concerné par cet alinéa du DTU. Avons-nous d'autres questions, Alain? Oui, parce qu'il y en a qui ont posé des questions sur questions et réponses, donc je navigue, heureusement j'ai l'œil, je navigue sur les deux. Donc, il y a une question de Patrick Fraisse, savoir s'il est prévu d'autres modules à l'avenir. Alors, oui, nous travaillons sur la version future de l'entrée d'air, puisque aujourd'hui, elle n'est pas autoréglable, elle est juste de module 30 m3, donc nous travaillons sur des entrées d'air autoréglables et pourquoi pas hygroréglables. D'accord. Donc, c'est une pseudo-question, risque d'encrassement régulier, et où est-ce que les filtres sont chers? Les filtres sont chers, tout est relatif. À partir du moment où on apporte la fonction de la qualité d'air, je ne sais pas si on peut dire que c'est cher. Si on prend un logement classique, on va dire un T3, T4, donc 4 ou 5 entrées d'air, on est à 100 € à l'année pour changer les filtres. D'accord.
Autre question, est-ce que le particulier non bricoleur peut remplacer le filtre lui-même et qui peut et qui ou peut-il acheter le filtre? Alors, un non-bricoleur peut effectivement changer les filtres dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'est simplement la flasque à déclipser. Et on a accès directement aux filtres sans outils. Et où acheter les filtres sur les sites internet, par internet, on peut acheter les filtres ou directement chez nous, il n'y a pas de souci. D'accord. Et il y a une question complémentaire, est-ce que c'est hors avis technique CSTB ou est-ce que ça fait l'objet d'un avis technique? Alors pour le moment, elle est hors avis technique, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup en rénovation, puisqu'elle n'est pas dans les avis techniques. À terme, peut-être qu'on les mettra dans les avis techniques. Bien. Okay. J'ai une question pour Nicolas. Est-ce que ces grilles peuvent se placer en position verticale ou horizontale, c'est-à-dire soit sur une face avant de coffre de volet roulant, soit en dessous? Est-ce que la position importe? Alors la position n'importe pas sur le fonctionnement du produit. Oui. Après, là, pour le coup, il faut faire attention à ne pas créer de courant d'air gênant. Donc, il faut quand même que la diffusion ne puisse pas atterrir dans le visage des personnes. Oui, d'accord. Mais et sinon, sur le fonctionnement de l'entrée d'air, elle se met de verticale ou horizontale, ça c'est très bien. Okay. Voilà, pas de souci. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on avance, sachant qu'il y a une ou deux questions qui sont restées en souffrance, on pourra les prendre tout à fait à la fin. Merci encore, Nicolas Dufour. Merci à vous. C'est maintenant Julien Kézergue qui va intervenir en tant que représentant de ETT. ETT est également un lauréat. Il a reçu le 3e prix concours. Et Julien Kézergue est le responsable développement marché industrie d'ETT. Il va nous parler du purificateur d'air à triple barrière filtrante. Julien, vous avez la parole. J'ai la parole. Merci, merci Paul. J'imagine que vous avez le plein écran sur vos écrans. Bon, parfait. Écoutez, merci à la ICVF pour nous avoir nominés avec ce produit-là. Alors, je dirais à l'introduction que malheureusement, c'est le Covid qui nous a amené à développer ce produit-là. Depuis le mois de mars dernier, nous avons été beaucoup sollicités par nos clients installateurs pour apporter des solutions de purification d'air dans les ambiances, on va dire, tertiaires et industrielles. Il y a eu un engouement assez fort et une recherche accrue de nos clients pour apporter rapidement des solutions de purification d'air. Et comme vous savez, sur des installations existantes, c'est toujours compliqué de venir greffer une filtration complémentaire, de venir modifier des machines. Cela engendre des modifications de perte de charge, des modifications de carrosserie. Bon, bref, c'est assez compliqué. Et donc, on est venu naturellement à développer et à réfléchir sur une solution complémentaire aux solutions, aux installations existantes, pardon. Et on est tombé sur un concept, on va dire, de purification mobile en ambiance pour venir traiter localement et dans les zones, on va dire, occupées, l'air que l'on veut purifier. Voilà. Donc, vous avez à l'image une vue 3D et je vais vous présenter un petit peu la suite de la… Voilà. Donc là, je vous ai présenté une vue, une coupe verticale du produit. Donc, l'idée était de proposer en fait une unité verticale. Donc, vous avez la prise d'air en partie basse et vous avez le cheminement d'air du bas vers le haut. Et on va retrouver un ensemble de filtration, en tout cas, et d'équipement. Vous avez en partie basse une grille de reprise sur les 4 phases de la machine. On vient attaquer une première filtration particulière en EPM1 55%, donc c'est du équivalent du F7 que vous connaissez jusqu'à présent. Donc une efficacité assez intéressante et très efficace. On vient attaquer ensuite un second étage de filtration qui sera en fait une filtration moléculaire à base de charbon actif. Voilà, pour traiter tous les composés organiques, COV, NOx, les odeurs notamment aussi. Ce produit-là, en fait, ce filtre-là sera aussi imprégné
de dioxyde de titane qui va en fait générer la réaction photocatalytique que l'on va générer grâce aux lampes UV que vous voyez juste après le filtre gris. Donc en fait, cette filtration-là qu'on appelle germicide, en fait, a pour propriété de casser les structures ADN et ARN des micro-organismes, et on va empêcher par le fait qu'ils se reproduisent et qu'ils soient en fait nocifs pour l'homme. Voilà. Donc, vous avez donc les filtres photocatalytiques, les lampes UV, la partie ventilation avec un ventilateur roue libre à commutation électronique, et on vient finir la filtration par un filtre EPA H14, très haute efficacité. Donc là, on vient en fait vraiment finaliser toute la filtration fine sur le système de filtration. Voilà. Et vous avez ensuite une diffusion 4 faces autour de la machine avec des grilles à double déflexion. Et vous avez aussi une possibilité de soufflage sur le dessus, dans la mesure où, on le verra après sur quelques photos de mise en œuvre du produit, on peut être collé sur un mur, donc on peut aussi proposer de décharger un petit peu le surplus d'air par le dessus avec une grille à mailles coulissantes. Voilà. Donc, l'idée est vraiment d'apporter un ensemble de filtration haute efficacité. Concernant la particularité de l'UV, on est vraiment sur des lampes UV dont les longueurs d'onde sont comprises entre 200 et 280 nanomètres. Pour celle-ci, on est sur 254 nanomètres. Et sur l'ensemble des études scientifiques, on est vraiment sur la longueur d'onde la plus efficace en termes de germicide. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de complet. On est sur un ensemble de carrosserie aluminium. ETT a toujours fait des machines aluminium, donc on reste sur ce concept-là. Et elle est posée sur roue, donc elle est mobile partout dans la pièce avec une alimentation en monophasé. Voilà. Donc vous avez quelques caractéristiques à droite. On est sur un débit d'air de 3 m3. Donc ceci veut dire que si on raisonne en termes de surface au sol, si on prend un rayon autour de la machine de 8 mètres, on va traiter à peu près une ambiance de 200 mètres carrés. Donc ça correspond à des salles de réunion de moyenne et de grande importance. Et après, si vous avez des plus grandes salles, bien, on vient naturellement multiplier le nombre de produits, d'unités dans le volume à traiter. Voilà. Voilà, je vous ai proposé 4 exemples de mise en place, soit dans un espace aéroport au niveau des contrôles. Une salle polyvalente aussi, donc on voit bien que la salle est adaptée à ce type de produit-là. Une grande salle de réunion en bas à gauche. Et après, vous avez aussi une mise en place en centre commercial dans une galerie marchande. Voilà, donc on est sur des produits qui sont mobiles, qui peuvent être déplaçables facilement, et puis avec une rallonge en monophasé. Pour terminer rapidement, côté maintenance, parce que c'est aussi un point qui nous a été demandé. On est vraiment en termes de protection avec un double panotage au niveau des lampes UV, voilà, pour une protection du rayonnement UV qui est très nocif. Donc, vous avez un premier panneau démontable et après, vous avez un second panneau qui permet d'accéder aux lampes UV. Donc, le premier panneau est avec un contact de fermeture. Donc, dès que le panneau est ouvert, quoi qu'il en soit, ça arrête l'alimentation générale de la machine. Voilà. Donc, on est sur des remplacements relativement simples au niveau des composants. Que ce soit au niveau de la filtration, au niveau de lampes UV, ce sont des culots E27 qui sont à visser. Et après, vous avez un panneau de contrôle qui permet de vous renseigner sur l'état de filtration au niveau de la perte de charge sur le filtre F7 et sur le filtre H14. Et après, vous avez un compteur horaire qui permet de vous informer sur le nombre d'heures d'utilisation des lampes UV. Donc, par définition, on a défini un nombre d'heures de 5000 heures au niveau des lampes UV, parce que dans tous les cas, leur durée de vie est un peu supérieure, mais en fait, on a mis un compteur horaire à ce niveau-là pour demander la maintenance de ces lampes UV à partir de 5000 heures. Voilà.
Voilà. Donc, vous avez aussi après des voyants de mise sous tension et de hors tension qui permettent d'alerter sur l'état de fonctionnement de la machine. Voilà rapidement un tour d'horizon de ce produit-là. Voilà, je vous laisse après revenir à moi si vous avez plus de questions. Merci. Parfait. Alors, Julien Kayser, un grand merci. C'est concis, le temps est parfaitement respecté, vous êtes même un petit peu en avance et on a des informations techniques de grande qualité sur votre produit. Un grand merci de la part de tous. Et pendant que vous parliez, des questions sont arrivées et Alain Douillard vous les restitue. Oui, quelques questions. Donc, une première. Avez-vous testé le produit en environnement réel avec des cocktails de polluants? Qu'en est-il des sous-produits en lien avec la photocatalyse? Très bonne question, je m'y attendais. Deux choses, on a fait, il y a plusieurs tests qui sont possibles sur ces produits-là. Nous avons fait un premier test en interne, en chambre confinée, sur de la concentration de polluants type Emery. Donc, on a mesuré la décroissance particulière de la filtration. Et on arrive très rapidement en dessous de 0,01 mg par litre, je crois, de mémoire. Mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais envoyer la vidéo de ce test-là. Il est assez rapide et on voit très nettement la décroissance particulière. Donc, c'est extrêmement efficace à ce niveau-là. Concernant l'aspect, on va dire, germicide, il y a des tests prévus, enfin, déjà des pré-tests qui ont été faits et des tests complémentaires qui sont prévus au CETIAT la semaine prochaine pour confirmer un petit peu le bon fonctionnement du produit, même si en fait, on est persuadé que c'est très efficace, mais en fait, on vient le compléter par des tests. Donc, je pourrais aussi fournir des tests, des rapports précis à ce niveau-là. Concernant la création de sous-produits ou de sous-composés, il faut faire attention, bien sûr, à l'environnement du produit. Donc, dès qu'on est sur des environnements, on va dire, à pollution spécifique, on va dire un environnement industriel, il est sûr qu'il faut maîtriser un petit peu les composés que vous avez dans votre ambiance. Et on a la possibilité, on a différentes versions de produits, et suivant la configuration de votre ambiance, il sera sûrement préférable de ne pas mettre la lampe UVC et de rester sur une filtration plutôt particulière et moléculaire et de se passer de la filtration UV, parce qu'on peut générer des sous-produits que l'on ne souhaite pas, surtout sur des environnements, des brouillards d'huile ou des composés que l'on ne maîtrise pas au départ. Voilà. Bien. Autre question, est-ce que cet équipement peut fonctionner en permanence durant toute la durée de l'occupation et au niveau du niveau acoustique de 42,5 dBA à 10 mètres? Est-ce qu'il y a des… Pour l'avoir vu en fonctionnement, l'aspect acoustique n'est pas gênant. Après, c'est l'utilisateur qui va définir son utilisation. Par définition, le mettre en service toute la journée, même en mode inoccupation, ça n'a peut-être pas de sens. Il est plutôt, pour moi, intéressant de l'avoir en fonctionnement sur des périodes d'occupation. Mais après, je laisse le choix et on laisse le choix et la liberté de l'utiliser un petit peu comme le client le souhaite, un peu comme vous avez votre double flux qui est asservi à une sonde de CO2, une sonde de présence. Je veux dire, c'est la même logique de fonctionnement. Autres questions qui sont liées au niveau des coûts, entre le coût de fonctionnement de l'appareil, énergie plus maintenance par an, ou est-ce qu'il y a un coût de contrat d'entretien, désinfection à prévoir? Savoir des questions à ce niveau-là. La maintenance, comme tous les produits, Nicolas Dufour l'avait dit aussi, sur l'entraîneur, il y a aussi une maintenance à effectuer. Il y a une maintenance aussi à faire sur ce produit-là en termes de filtration. Bien sûr, l'environnement du produit a impacté l'encrassement des filtres. Globalement, sur un environnement de ce type-là que vous avez à l'écran ou que vous avez vu sur des photos, sur des environnements très pollués, donc en termes de filtration, un changement par an suffira largement.
Donc après, nous, on a mis en place des packs de maintenance à disposition de nos clients. C'est relativement simple à effectuer. En termes de coût énergie, ça va aussi dépendre du fonctionnement du ventilateur parce que c'est le principal élément consommateur sur le produit. Donc, je n'ai pas de notion particulière à fournir là-dessus. Après, on peut faire des études plus poussées si vous avez des scénarios à me communiquer, avec plaisir, oui, tout à fait. Puis je fais une question 2 en 1, c'est de savoir est-ce que ce matériel serait autorisé en ERP? Et il y avait une question pour laquelle il y a déjà une partie de la réponse par rapport au volume traité, mais est-ce qu'il est prévu des modèles plus petits pour traiter des plus petits volumes? Concernant l'ERP, oui, d'ailleurs, c'est les plus grosses de nos demandes, clairement, même si on a quand même des demandes en milieu industriel. En salle blanche aussi, on a des machines qui tournent en salle blanche, donc ERP ou non-ERP, pas de problème. Et la seconde question, c'est… Ça concernait comment dire, savoir s'il était prévu Bon, parce que vous avez déjà répondu pour des plus petits matériels ou des plus gros matériels, parce que de mémoire, je crois que ça tournait aux environs de 200 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors sur le marché, il y a des produits qui sont disponibles aussi avec des débits plus faibles. On est en moyenne autour de 800 à 1500 mètres cubeurs. Nous, on a fait le choix d'aller sur des débits un peu plus importants parce que nos matériels sont destinés à des environnements plus importants aussi. Donc, on est venu adapter notre produit par rapport à l'environnement que l'on traite chez TT de manière générale. Voilà. Très bien. Merci, Julien Kayser. Il faut qu'on arrête là. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions, de toute manière. Merci beaucoup. Et voilà, donc on est tous, je crois, heureux de voir qu'on a des questions très techniques et on a de réponses très techniques. On est vraiment au sein de la ICVF avec une excellence dans ces domaines. En troisième intervenante, c'est Michel Potard qui représente et qui est la dirigeante de la société VMI Ventilaire Sec. VMI Ventilaire Sec est également lauréate du concours et a reçu une mention pour l'innovation que Michel va nous présenter, un système de ventilation mécanique par insufflation, pilotable à distance. Michel, vous avez la parole. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour au Pays de la Loire et à la Bretagne. Moi aussi, je voulais remercier la ICVF pour cette mention, effectivement, dont on est très fiers. Et puis, remercier la ICVF pour l'organisation de ce premier concours de l'innovation qui dynamise les métiers du CVC. Grand bravo à toute l'équipe de la ICVF. Concernant VMI, on travaille depuis 1986 à l'amélioration de la qualité de l'air, et on peut que savoir que c'est un enjeu de santé publique. Et puis, grâce à la ventilation mécanique contrôlée par insufflation, on essaie de toujours apporter des améliorations à nos systèmes. L'insufflation dans le résidentiel est un peu disruptif, mais il nous permet de traiter d'abord l'air entrant. On l'a vu sur différentes présentations, il est important de filtrer l'air entrant dit neuf, notamment donc des particules fines, des pollens, et de l'insuffler dans les pièces de vie. Le balayage se fait comme pour la VMC par extraction, donc des pièces de vie aux pièces spécifiques, et c'est aidé par la légère pression positive que crée la VMI. On a de nombreux couplages possibles avec des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement ou un peu moins. Et nos systèmes vont aussi bien dans le résidentiel en neuf qu'en rénovation. Et nous avons aussi un modèle pour les petits ERP. Maintenant, pour en revenir à notre innovation, la VMI Pure Vente, elle a été conçue bien sûr sur le principe de l'insufflation avec le design centré utilisateur. On voulait vraiment être au plus proche des besoins des utilisateurs d'un système de ventilation. Les focus utilisateurs nous ont révélé que le besoin des professionnels, puisque effectivement on a 2 utilisateurs, que sont les professionnels qui vont mettre en œuvre et les utilisateurs finaux. Les professionnels souhaitaient bien évidemment un système qui soit facile à mettre en œuvre, facile à paramétrer, facile à maintenir, et éventuellement avoir une idée du parc de machines qu'ils ont à assurer la maintenance. Du côté des utilisateurs, ce qui est ressorti, c'est qu'ils voulaient avoir d'une façon très très simple, s'assurer en permanence
que leur système de ventilation fonctionnait bien et quand ils le souhaitaient, mais seulement quand ils le souhaitaient, avoir des informations sur le fonctionnement, le paramétrage et la qualité d'air qu'ils pouvaient avoir chez eux. Et un point aussi qui avait été soulevé, c'est effectivement très intéressé par la filtration parce que ça se comprend facilement, mais aussi pour l'entretien de ces filtres. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur la VMI Pure Vente. Excusez-moi, je n'ai pas passé. Michel, vous ne changez pas de diapo pour l'instant. Oui, c'est ce que je vois et que j'ai un problème pour… Ça y est. Bon, ça, c'était quelques chiffres, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde le sait. La seule chose qui, à mon sens, devient importante avec la prise de conscience de l'importance de la qualité d'air, c'est que l'aération, la ventilation et les épurateurs dont on peut venir de parler sont devenus des gestes barrières et qu'il est important d'y penser. Donc, la VMI Pure Vente, c'est ce que je vous disais, un petit peu le principe de notre système. Donc, on a travaillé avec les résultats de nos focus utilisateurs. On a travaillé avec nos équipes en interne, notre équipe de R&D et puis un cabinet de design, de façon à essayer de répondre à tout ce qu'on avait appris de ces focus. C'est-à-dire un produit qui soit facile à mettre en œuvre, de produit est léger, donc plus facile à mettre en œuvre. Les paramétrages, c'est une application pro qui les accompagne tout le long du paramétrage, qui leur facilite la mise en œuvre. Excusez-moi parce que j'avais pas mal de choses. L'application pour les pros est bien sûr gratuite, sans engagement, sans abonnement, et elle permet aussi d'avoir l'historique du fonctionnement de la VMI. S'il y a quoi que ce soit, ou dans le cadre de location, vous pouvez regarder si tout le fonctionnement de la VMI, si elle a pu être arrêtée, etc. Ce qui facilite grandement pour les gestionnaires de biens. Pour les utilisateurs, on a voulu un design qui soit agréable et qui permet de valoriser la ventilation. On ne peut pas dire que la ventilation, qui est une grande culture dans le grand public de la ventilation, ils connaissent peu l'intérêt des systèmes de ventilation. Donc, on a essayé de la rendre un petit peu plus agréable et attractive et qu'il puisse être intégrée facilement dans une pièce technique, mais elle peut aussi être installée dans les combles, dans un garage, etc. On a voulu aussi faire une véritable signature de notre marque avec ce design tel qu'il a été conçu. On a soigné aussi l'étanchéité et l'isolation de notre caisson qui est en polypropylène. Et puis un point qui était important, c'était effectivement faciliter le changement de filtre. Tous les particuliers n'ont pas forcément un contrat de maintenance, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas. Donc, comme on a pu le faire jusqu'à présent, mais encore d'une façon plus facile, on a soigné et visualisé. Vous voyez, c'est la trappe bleue qui est simplement à tirer pour changer le filtre. Il fallait aussi, bien sûr, une alerte parce qu'on sait que tout le monde est pris par son quotidien. Le changement des filtres, il faut qu'on soit un petit peu rappelé. Donc, on a plusieurs moyens de rappeler aux particuliers s'il doit le changer lui-même. Sinon, c'est effectivement le professionnel qui peut suivre son parc. Le particulier, il peut effectivement acheter les filtres sur notre site marchand. C'est la seule fois où on vend aux particuliers, mais les filtres sont vendus sur le filtre marchand. Et il est averti et par une petite LED bleue qui peut changer de couleur quand c'est le moment, et par l'interface, voire l'application. Donc, il a 3 moyens de savoir et d'être sûr de pouvoir changer le filtre. Il peut voir aussi le niveau d'encrassement pour anticiper son approvisionnement. On a souhaité, et je vais revenir aussi sur la LED, comme nos particuliers, les focus, nous avaient demandé qu'en un clin d'œil, en quelque sorte, ils puissent s'assurer que la VMI fonctionnait bien, nous sommes partis sur un principe de LED bleu qui est tout autour du petit rond sur lequel vous pouvez voir VMI, qui clignote à la vitesse d'une respiration.
Quand il y a davantage de polluants, vous recevez de la famille, etc., il peut y avoir donc une montée de CO2. La VMI va augmenter son débit de ventilation et en même temps, la petite LED va augmenter son rythme de respiration. C'est un petit témoin qui est là pour montrer que le tout se passe bien ou qu'il y a une action à faire sur un changement de filtre, parce que là aussi, la couleur de la LED va changer. On l'a aussi bien cette LED sur l'appareil lui-même, sur la VMI elle-même ou sur l'interface que vous voyez sur le bas de l'écran à gauche. Michel, il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes, Michel. On a un système qui est modulaire, c'est-à-dire que vous avez pu voir qu'il y a une boucle d'eau qui est intégrée et qui peut s'intégrer ou pas. Et de la même façon, on a souhaité, comme l'esprit d'une CTA, puisqu'en gros c'est une CTA miniaturisée, pouvoir intégrer aussi d'autres modules qui pourraient permettre du traitement de l'air, une filtration plus importante. Ça nous laisse libre cours. La volonté était vraiment que ce soit modulaire. On a une fonction de surventilation qui est présente et qui permet l'intérêt d'avoir du rafraîchissement en hiver, du rafraîchissement pendant les soirées d'été. Et nous avons différents couplages qui nous permet de pouvoir optimiser sur du confort, soit en étant en RR ou en RO. Là, c'est un exemple d'un couplage que nous faisons avec une PAC Panasonic et qui permet du confort et de pouvoir assurer chauffage, confort, qualité d'air. Un dernier visuel sur un autre couplage que nous pouvons faire avec la société Thermacom. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, de nouvelles technologies sont là. Entre nos algorithmes et les capteurs de qualité d'air qui deviennent un petit peu plus fiables et abordables, nous pouvons faire un bon travail pour pouvoir ventiler au juste besoin. Et d'ailleurs, et montrer qu'on tient nos promesses. C'était aussi l'objectif de VMI. Et malgré le contexte très défavorable de 2020, puisque nous avons sorti la VMI Pure Vente fin janvier 2020, nous avons un très très bon accueil du marché et 2021 continue très fortement sur cette évolution, ce qui nous permet d'être rassurés sur la compréhension des besoins des utilisateurs qui soient professionnels et qui soient utilisateurs. Je vous remercie de votre écoute. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Intervention qui a débordé un petit peu des 9 minutes, mais qui était de grande qualité. Alain, on va prendre moins de questions, du coup, puisque on a moins de temps pour les questions. À toi. J'en ai qu'une pour le moment. Ah ben, ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, quels sont les paramètres mesurés pour qualifier la bonne qualité de l'air? Alors, on a bien sûr l'humidité, la température et le CO2, qui est un indice de confinement qui ne fait pas trop débat. On aimerait aller plus loin, mais après se pose la question de la fiabilité des capteurs, par exemple COV, COV totaux, COV légers, et aussi de leur prix, puisqu'on part sur l'approche financière concernant la ventilation et quand même pas trop valorisée. Voilà. Donc, il y avait une autre question, mais j'ai demandé à la reformuler parce que je ne comprenais pas trop la question. Donc, on verra ça peut-être à l'après. Okay, il y a peut-être une question de Priscilla qu'on peut prendre rapidement. Oui, c'est qui est venue juste après. Il faut que je jongle entre deux écrans. Donc, voilà. Comment assurez-vous la maintenance des capteurs QAI? Alors tout justement, ça a été un gros travail pour essayer de trouver les capteurs qui soient le plus fiables, les plus fiables dans le temps. Ils sont donnés apparemment pour une durée de vie. On travaille avec des capteurs Nexelec et aussi NanoSense sur tous les projets expérimentaux et ils sont donnés sur une fiabilité d'une dizaine d'années. Ouais. Et puis sinon, il y avait une autre question qui est venue par la suite concernant le classement au feu de votre système. On rentre dans… Alors, le classement, on a bien sûr intégré le classement au feu en résidentiel puisque ce système s'adresse uniquement au résidentiel, contrairement à la VMI Pro qui intervient sur les petits ERP. Voilà, plus de questions pour l'instant. Merci Alain, merci Michel Potard. Et nous allons passer au 4e intervenant. Alors,
vous l'avez remarqué, ce webinaire est finalement, on a regroupé toutes les innovations de cette première édition du concours qui étaient relatives au thème du traitement d'air. Et il se trouve qu'il y en avait 5, ce qui était quand même beaucoup sur les 12 nominés que nous présentons. Alors, comme ce sont des séances de 6, il y a forcément quelqu'un qui ne parle pas d'air ce matin, et ce quelqu'un, c'est Alain Bornier de la société Charot, qui lui va nous parler d'eau chaude. Et on reviendra après à 2 sujets sur le traitement d'air. Alain Bornier, vous êtes directeur technique de Charot et vous nous présentez un régulateur électronique de gestion de l'eau chaude sanitaire. Vous avez la parole. Oui, bonjour à tous et merci à la ICVF de nous accueillir. Donc, un petit mot sur Charot. Donc, on est fabricant français d'équipements de chaufferie, plus particulièrement de systèmes de production de chaude sanitaire, donc des ballons, des échangeurs à plaques, des systèmes de production de CS à gaz, mais également des chaudières électriques, des ballons tampons primaires ou eau glacée, des groupes de maintien de pression, filtres magnétiques, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du pack contrôle 4. Vous voyez, je pense que vous voyez mon écran. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. D'accord. Alors, je vais le partager. Voilà. Donc le régulateur pack contrôle 4, qui est un régulateur électronique, qui se présente donc sous forme d'un boîtier plastique avec un écran tactile couleur 7 pouces, donc un grand écran tactile qui va nous permettre d'avoir un accès très facile aux fonctionnalités. Donc à l'intérieur, évidemment, il y a une carte électronique pour gérer tout ça. Et techniquement, on a dans ce régulateur donc, la possibilité de connecter 8 sondes de température, 8 entrées digitales, et on a également 10 sorties relais et 6 sorties analogiques pour gérer tout ce qui concerne l'eau chaude sanitaire. Donc, il est dédié à l'eau chaude sanitaire avec 6 modes de régulation différentes, donc des ballons d'eau chaude, des systèmes de pasteurisation d'eau, des systèmes semi-instantanés, donc échangeur à plaques plus ballon tampon, ou instantané, échangeur à plaques tout seul, des systèmes solaires avec une régulation différentielle et des systèmes thermodynamiques, donc couplés à des pompes à chaleur. Et puis, il y a un mode hors standard où en fait, il n'y a rien de prédéfini et les utilisateurs peuvent paramétrer toutes les entrées et sorties de la manière qu'ils le souhaitent. On a intégré déjà 69 configurations standards et qui sont chacune illustrées par un schéma hydraulique sur lequel on va pouvoir visualiser tous les composants et les températures, les débits, etc. On a 6 mois de mémorisation des historiques de température à raison d'une valeur toutes les 2 minutes, donc sur les 8 entrées de sonde. Également les débits avec les 2 débitmètres que l'on peut raccorder au régulateur. C'est un système qui est sous forme d'un web serveur et donc on peut se connecter à distance, soit via le réseau en filaire ou en Wi-Fi quand l'appareil est installé dans un bâtiment, si on a un réseau Internet. Et on peut également le paramétrer sous forme de point d'accès Wi-Fi pour se connecter dans la chaufferie avec un PC, une tablette ou un smartphone qu'on connectera en Wi-Fi au pack contrôle 4. Et il est également communiquant en GTC, en protocole BACnet IP et en protocole Modbus RTU. C'est un appareil qui équipe aujourd'hui évidemment tous nos appareils de production d'eau chaude sanitaire, mais il peut équiper n'importe quel appareil en rénovation notamment. Voilà. Et puis donc je vais vous présenter l'interface plus particulièrement qui est connectée actuellement à mon ordinateur. Je pense que maintenant vous voyez mon interface. Voilà. Donc c'est l'écran d'accueil du régulateur. Et pour vous présenter un petit peu la convivialité du système, c'est un écran tactile. Donc on a tous ou presque des téléphones portables avec des écrans tactiles. Donc on est très habitué à ce type de manipulation. On a un premier menu, pack contrôle 4, qui nous permet d'avoir les révisions et qui nous permet de faire des relevés d'historique, donc relevés sur clé USB sous forme de fichier texte, tous les historiques de température, donc des 6 derniers mois, tous les événements qui peuvent apparaître sur un appareil, donc des défauts, des pannes, des enclenchements de cycle choc thermique, etc., etc.
Et puis, bien sûr, la possibilité de faire des mises à jour quand il y a des améliorations. Je vous l'ai dit, il y a donc 6 modes de régulation possibles. Donc, standard, pasteurisé, instantané et semi-instantané. Je vous propose aujourd'hui de vous faire la présentation sur un système semi-instantané qui est assez parlant. Donc, un échangeur à plaques accouplé à un ballon tampon sanitaire. Donc, on a représenté… Alors, il y a un petit décalage sur les affichages, mais c'est mon interface graphique Windows qui décale les textes un petit peu. Donc, on a représenté la 23 voies primaire et la pompe primaire, qui est configurée ici en pompe double, la pompe de charge configurée en pompe simple, le ballon tampon et puis le réseau avec un débitmètre qui a été raccordé ici. On a un menu température qui nous permet de voir en un seul coup d'œil toutes les sondes et également leur emplacement, donc toutes les températures. On va pas… Donc ça, c'est assez rapide. La possibilité d'avoir accès aux consignes. Donc, si on veut modifier une consigne, il suffit de renseigner la valeur et de valider. On change les consignes facilement. Ça, c'est typique dans tous les régulateurs. Mais c'est assez convivial puisque quand on clique, on a tout de suite accès à tous les paramètres. On a la possibilité de configurer l'installation en fonction des équipements qu'on a sur notre installation. Donc, dans un échangeur à plaques équipé, on a bien sûr une pompe primaire que l'on peut paramétrer en pompe simple, en pompe double avec le type de commande 0,10 volts PWM. Et puis la fonction turbo qui permet de mettre les deux pompes en service en même temps quand on a une chute de température. La pompe de charge, évidemment, si on peut la configurer par exemple en pompe double. Et si on revient sur mon schéma hydraulique que je vous ai présenté tout à l'heure, on a effectivement l'affichage d'un symbole de pompe double avec la pompe primaire, la pompe de charge 1, pardon, qui est actuellement en service, et la pompe de charge numéro 2 qui est hors service, et avec une inversion automatique toutes les 24 heures. Idem pour la pompe primaire, qui est actuellement à 100%. Alors, sur ce schéma hydraulique, si je modifie, si une des températures évolue, bien sûr, par exemple, je modifie les températures sur les sondes qui sont en haut à gauche, et elles évoluent en temps réel en fonction de ce qui se passe sur l'installation. Et on aperçoit également sur la 23 voies primaires et sur la pompe primaire le pourcentage de fonctionnement en fonction de la température de sortie sur l'échangeur. Au niveau de la configuration installation, donc on a tous les paramètres que l'on peut modifier, que l'on peut ajouter. Si je veux par exemple ajouter une 23 voies sanitaire, pour faire le mitigage en sortie de chaufferie, j'active la 23 voies sanitaire et je lui indique la consigne, typiquement 55, puisque c'est la température réglementaire en départ de chaufferie. Et je vais voir apparaître ici, sur mon schéma hydraulique, le pourcentage d'ouverture de ma 23 voies, qui est à 100%, puisque j'ai une température à 53 degrés. Et si j'avais une température un peu plus élevée, bien sûr, donc on a un mitigage à la sortie de la chaufferie, donc on a la 23 voies que l'on voit osciller pour maintenir la bonne température à la sortie. Il vous reste 1 minute. Donc, tous ces systèmes sont paramétrables, donc sont gérés par des paramètres PID, et je voulais faire un point sur ces paramètres PID qui est très important. On a la possibilité d'optimiser les paramètres PID. Donc, sur la pompe primaire, on lance une optimisation des paramètres PID et le système va observer l'installation pendant 7 jours et corriger les paramètres PID pour obtenir la meilleure régulation possible. Et il va scinder la journée de 24 heures en deux pour avoir des paramètres PID qui sont optimum la journée quand on a du soutirage et de grosses variations de température, et la nuit où c'est beaucoup plus calme, où il n'y a pas de soutirage, et où on n'a pas de variation énorme de température, et on va avoir deux paramètres PID différents, des paramètres PID pour la journée, des paramètres PID pour la nuit, ce qui permet d'avoir des températures beaucoup plus régulières et de faire des économies d'énergie sur les primaires. Comme quand on est en voiture, on roule à 130 km/h avec un régulateur sur l'autoroute, on consomme moins d'énergie, moins de carburant qu'une voiture qui roulerait un coup à 120, un coup à 140. Et on peut faire exactement la même chose sur les paramètres PID de la 23 voies sanitaire à la sortie de la chaufferie. Un dernier petit mot sur les courbes de température que l'on peut observer et que l'on peut zoomer.
qui nous représente et qui varie, qui nous représente les températures et qui varie à raison d'une valeur toutes les 2 secondes. Voilà, donc si je modifie les valeurs, on voit la courbe évoluer en temps réel. Et puis on peut avoir une visualisation des historiques jusqu'à 6 mois en arrière. Donc par exemple, ici, on a les historiques de la journée de vendredi. C'est un petit peu haché parce qu'elle n'était pas complète. Très bien. Votre conclusion? Voilà, donc ce régulateur-là, comme je le disais, il équipe nos appareils et il peut équiper n'importe quelle installation pour faire de la rénovation et améliorer les fonctionnements d'une installation. Voilà. Alain Borgny, un grand merci. C'était également très intéressant. Et puis après toutes ces belles interventions sur l'air, on était ravis de retrouver la thématique de l'eau chaude sanitaire. Est-ce qu'Alain Douillard a reçu quelques questions? Oui, j'ai une question. Est-ce que cette solution permet un suivi des consommations? Oui, on a dans le menu statistique que je n'ai pas eu le temps de présenter. Si on a, par exemple, raccordé un débitmètre sur l'installation, on a la possibilité d'avoir un historique des consommations, donc journalière avec la journée en cours et les 6 derniers jours, pardon. Également hebdomadaire avec les 7 semaines précédentes, mensuel avec une rotation sur 24 mois et annuel avec un cumul chaque année. Donc, on a une fuite qui apparaît chaque année sur la statistique. Et puis également, si on a paramétré un système de comptage d'énergie, on a la même chose sur l'énergie. Donc, on pourrait mesurer, par exemple, l'énergie qui a été nécessaire pour chauffer l'eau. Et en mettant une sonde à l'entrée, une sonde à la sortie, comme on a sur l'échangeur. Et on aurait de la même manière l'énergie journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Très bien. Je vois qu'on a une autre question. Oui, une seconde question. Quel est le surcoût de ce système par rapport à un système classique? Alors, en ce qui concerne le Charot, ce nouveau système, ce nouveau régulateur, on n'a pas de surcoût par rapport à l'ancien système qui n'était pas avec l'écran tactile. Merci. Je n'ai pas d'autres questions, mais donc je rappelle qu'il y aura un temps de questions possibles tout à l'heure à la fin des présentations. Très bien. Eh bien, grand merci à Alain Borgny. Et nous revenons à notre thème du jour, qui est le traitement de l'air, avec la société Titaner et, Pierre-Alain Duclos, qui en est le président et qui nous présente un purificateur d'air à triple filtration. Pierre-Alain, vous avez la parole. Mettez votre micro. Très bien. C'est mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci Paul, merci à l'AICVF pour son prix de l'innovation, dont nous sommes très fiers chez Titaner d'avoir été nominés. Avant de vous présenter notre purificateur d'air juste derrière moi, le purificateur d'air Edelweiss, je souhaitais éclaircir un petit peu l'environnement de la purification d'air, notamment ses polluants. On sait aujourd'hui les différents polluants, notamment les principaux polluants, les particules fines, le SARS-CoV-2. On me pose souvent la question, d'ailleurs, en lien avec la purification d'air, est-ce que le purificateur d'air Edelweiss est efficace sur le SARS-CoV-2 et notamment arrête-t-il les particules fines? Commençons peut-être par les particules fines, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis des années. Les particules fines, on en entend parler par les médias, à la télé, dans les alertes pollution, notamment aussi sur les réseaux sociaux, sur les routes et les autoroutes, quand on voit toutes ces alertes réduire les vitesses de 20 km/h. Ces particules fines, dont la taille est inférieure à 10 micromètres, si on doit comparer avec un cheveu humain qui est entre 50 et 70 microns, un grain de sable, 100 à 120 microns, ces particules fines sont tellement fines qu'elles les rendent dangereuses. On appelle aussi d'ailleurs les particules tueuses, parce qu'elles pénètrent dans le poumon profond et chaque année, elles sont à l'origine de 50 000 décès prématurés par an. Donc, je pense qu'il est intéressant quand même d'en parler pour savoir comment on peut traiter et purifier
l'air correctement sur ces particules fines. Le deuxième polluant, alors c'est le SARS-CoV-2, mais ce n'est pas vraiment un polluant, je sais. Il nous pollue tellement la vie depuis un an que je souhaitais le classer dans les polluants. Ce SARS-CoV-2, alors je ne suis pas professeur en microbiologie, mais je souhaitais en parler un petit peu pour connaître sa manière dont il se déplace. On sait aujourd'hui qu'il se déplace à travers le phlogue, la salive, quand on parle notamment. Mais également, et ça j'ai repris une étude de Francis Allard, sur la manière dont il se véhicule sur les particules fines. Les particules fines de taille de 0,8 à 1 micron. Alors, c'est intéressant, c'est que si on veut arrêter finalement les particules fines, on s'aperçoit que l'on peut traiter aussi et arrêter le virus dans une contamination, ce qu'on appelle aéroportée. Maintenant, je souhaitais vous présenter le purificateur d'air Edelweiss de Titaner. Ce purificateur d'air, nous l'avons conçu, développé en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est adapté pour les surfaces jusqu'à 50 mètres carrés. Il répond donc justement aux attentes dans les bureaux, notamment pour se protéger sur l'air que l'on respire, mais notamment aussi peut-être pour les restaurants. Ça peut être une possibilité au restaurant de s'équiper de ces purificateurs d'air pour pouvoir réouvrir et de se protéger en ayant une bonne qualité d'air saine. Également dans les crèches, le résidentiel, notamment aussi dans un salon. D'ailleurs, chez moi, on peut voir le purificateur d'air installé derrière moi. Ce purificateur d'air, il est composé de 3 barrières de filtre. La première barrière, le premier filtre, le plus important finalement, c'est le filtre particules fines. Ce filtre particules fines, nous avons fait des essais de ce filtre-là dans un laboratoire. Et alors, je vais essayer de partager les résultats d'essais. Voilà, on peut voir une courbe de décroissance sur les particules fines. C'est ce qu'on appelle l'abattement particulaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, en abscisse, on voit la concentration de PM1, les particules de 1 micron et moins, et en abscisse, je veux dire, on voit le temps, donc la décroissance des particules fines dans une salle, dans une pièce. Si on arrête les particules fines, on a de grandes chances, effectivement, d'être efficace sur les virus et notamment ce fameux SARS-CoV-2. Le purificateur d'air est composé donc de ces 3 barrières de filtre. Le premier, le F7, donc c'est ce que je viens d'aborder comme sujet. Le deuxième, c'est le filtre H13. Ce filtre H13, c'est un filtre HEPA pour High Efficiency Particulate Air. En français, les filtres très haute efficacité. Ce filtre-là, on le retrouve très souvent dans les salles blanches et blocs opératoires. Donc, lui, il permet d'affiner effectivement les plus petites particules et d'être efficace à 99, plus de 99,95%. Et enfin, le troisième filtre, qui est un filtre charbon actif, un filtre moléculaire, qui arrête les gaz et les odeurs, voilà, permet aussi d'arrêter les composés organiques volatiles. Alors, c'est l'alliance de ces 3 filtres qui permet d'avoir un air sain et un air propre dans une pièce. À savoir que l'ensemble de ces 3 filtres que propose Titaner sont des filtres qui sont pas dangereux, on va dire, au niveau de leur composition de fibres. Je vois souvent sur le marché des filtres de différentes compositions que quand on s'y intéresse un peu plus, quand on demande les fiches de données sécurité de ces médias filtrants, on voit beaucoup de fibres classées cancérogènes. Donc, ce produit que je vous propose n'est aujourd'hui pas dangereux, n'a pas de danger pour la santé, on va dire.
ce purificateur d'air Edelweiss, on l'a testé via un client qui l'a testé dans un laboratoire pour le SARS-CoV-2. Il est efficace à 99,95%. Il, en même temps, traite, donc on a dit, les particules fines, les différents polluants, le SARS-CoV-2. Il vient, attention, toujours en complément d'une ventilation, d'un apport d'air neuf. C'est-à-dire que les purificateurs d'air, je pense que c'est la solution qu'on peut dire, pas miracle, mais qui vient en complément quand on n'a pas quand on est dans un endroit mal ventilé, ça permet d'apporter un traitement de l'air, mais également, il faut toujours penser à avoir un minimum d'apport d'air neuf. J'ai mis dans cette diapo le soufflage par le haut, parce que c'est vrai que je vois aussi également des purificateurs d'air qui fonctionnent dans le sens inverse, qui prennent l'air vers le haut et qui soufflent par le bas. Alors, c'est vrai que nous, dans une logique technique, on a préféré faire l'inverse, parce que souffler vers le bas, c'est remettre en suspension toutes les particules qui sont au sol. Donc, on a raisonné dans le sens, on prend l'air vers le bas, on le traite par les différents types de filtres, et enfin, il est soufflé sur les 4 faces du haut du purificateur. Pierre-Alain, il vous reste 30 secondes. Je vais terminer juste parce que c'est aussi une fierté, ce purificateur d'air, il est français, conçu, développé en France dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite donc, pour plus de renseignements, à consulter notre page internet www.titanair.fr ou nous communiquer directement par les mails info@titanair.fr. Merci à tous de votre attention. Paul, je vous rends l'antenne. Merci Pierre-Alain. Et c'est Alain Douillard qui, pendant ce temps, a reçu quelques questions. Alain. Oui, oula, oui, aïe, ça y est, il y a les questions qui pleuvent. À quelle fréquence doit-on remplacer les filtres? Et y a-t-il un indicateur d'encrassement des filtres? Alors, il n'y a pas d'indicateur d'encrassement des filtres. Les filtres sont à changer. Donc, le premier filtre, le filtre particules fines, finalement, ce filtre le plus important, est à remplacer tous les 6 mois. Quand je dis 6 mois, c'est pour une moyenne d'un temps de fonctionnement de 12 heures par jour. 12 heures, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, le purificateur d'air, avant l'arrivée des occupants dans une pièce, pendant et après, c'est-à-dire qu'on fait de la purification même après le départ des occupants dans la pièce. Ce premier filtre, le filtre particules fines, est à changer donc tous les 6 mois, et les 2 autres filtres, le charbon actif et en même temps le filtre absolu, sont à changer 1 fois par an. Seconde question. Critères de sélection, taux de brassage, dimension du local. Comment est mesurée la qualité de l'air ensuite? C'est la même personne qui a posé peut-être 2 questions là, mais j'en profite, c'est la même personne qui a posé les questions. Alors, mesurer la qualité de l'air, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne se fait pas avec le purificateur d'air. Le purificateur d'air vient en complément justement de peut-être certains analyseurs d'air pour voir si l'air est pollué ou pas. Il faut savoir que naturellement, l'air est déjà pollué. C'est-à-dire que dans une pièce, on a forcément les particules fines qui rentrent dans la pièce, ainsi que d'autres composés organiques volatiles, ou même le SARS-CoV. Le taux de brassage, on est sur un ventilateur de 300 m3. Donc après, tout dépend effectivement du volume de la pièce. Les purificateurs d'air, on raisonne la plupart du temps en surface, parce que c'est vrai que c'est plus à la portée de tout le monde, sachant que quand on raisonne, quand on parle de filtration de l'air et de centrale de traitement d'air, on s'adresse souvent à des techniciens. Quand on parle des purificateurs d'air, et ben finalement, ça touche un petit peu tout le monde qui a envie de se protéger, de respirer un air sain. Donc, on fait une moyenne de 50 mètres carrés au niveau de la surface, en partant du principe qu'une hauteur sous plafond est de 2,5 mètres, voire 3 mètres. Autre question. Oui, qu'en est-il du déplacement des particules induites par le purificateur? Y a-t-il une étude de risque sur ce point,
puisque la Covid est l'un des arguments. Alors, excusez-moi, vous m'avez dit… Oui, qu'en est-il du déplacement des particules induites par le purificateur? C'est-à-dire qu'il y a une filtration, donc, mais il y a des particules qui passent à travers… et donc, savoir, y a-t-il une étude de risque sur ce point? C'est-à-dire sur les particules sortant du purificateur? Alors, les particules sortantes, effectivement, de toute manière, on est sur le purificateur d'air et sur du recyclage de l'air en continu. Donc, tout l'intérêt de voir son efficacité sur l'abattement particulaire. Ce qu'on a pu constater dans le graphique que je vous ai présenté, c'est de voir son excellente efficacité sur l'abattement particulaire. Donc, oui, certaines particules sont rediffusées dans l'air, mais repassent fréquemment, rapidement dans le purificateur d'air et cette fois-ci sont arrêtées. Il y a juste une question complémentaire qui est le niveau de bruit de l'Edelweiss. Alors, l'Edelweiss a finalement deux boutons, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Il a un bouton marche-arrêt et un potentiomètre. Ce potentiomètre permet de régler la vitesse de l'air, en fonction de la perception acoustique qui est tolérable. C'est-à-dire que si je suis dans mon bureau et que j'ai envie de travailler tranquillement, au calme, et ben je vais mettre le purificateur d'air en petite vitesse. À l'inverse, nous avons équipé des écoles, des restaurants scolaires. On sait très bien qu'entre midi et 2, il y a un bruit de fond très important. Là, on peut le mettre à un niveau beaucoup plus important qui ne sera pas dérangeant. Au niveau maximum, le purificateur d'air Edelweiss a un niveau sonore aux alentours de 50 décibels. D'accord. Pierre-Alain, il faut qu'on s'arrête là. Tout ceci est très clair. Grand merci à vous. Et merci aux représentants de la société ZAC, qui est également un des nominés du concours, qui est plus précisément un membre du groupe Hygiénaire dont ZAC est une filiale. Il s'agit de Patrice Girard, qui est responsable du département international et qui va rentrer au cœur de la gaine pour nous parler d'un capteur d'empoussièrement connecté. Patrice, vous avez la parole pour 9 minutes. Bonjour à tous et merci d'avoir patienté à tous les connectés avant d'aller à l'apéro. Vous voyez ma présentation, c'est bon? Très bon. Super. Tout d'abord, merci à l'AICVF d'avoir organisé ce webinaire. Et donc, c'est moi qui ai le plaisir de terminer, je l'espère, en beauté, ces deux séances présentant les nominés du prix de l'innovation. Alors, je vais me présenter, Patrice Girard du groupe Hygiénaire, qui est une société experte dans la maîtrise de la qualité de l'air. Société de 600 collaborateurs qui, à travers 29 agences en France et 6 filiales à l'international, génère un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en progression constante depuis sa création et permettant ainsi d'investir 3% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement à travers sa filiale ZAC, constituée d'ingénieurs, de chercheurs et de développeurs informatiques. ZAC développe différents produits connectés dans le domaine de la qualité de l'air et donc je vais vous présenter l'un d'eux aujourd'hui. Est-ce que la présentation tourne? Je n'ai pas l'impression. Voilà. Voilà, on vient de passer. Super, c'est un peu long, excusez-moi. Donc, je vais vous présenter un des produits développés par ZAC, qui est un capteur d'empoussièrement pour réseau aérolique. Ce produit colle parfaitement au webinaire d'aujourd'hui, car il est vraiment innovant, tout simplement parce qu'il n'existait pas jusqu'alors de capteur d'empoussièrement pour réseau de ventilation. Donc, c'est vraiment une innovation. Avant de parler du produit en lui-même, je vais vous présenter le contexte et vous expliquer pourquoi on a décidé de développer ce capteur. Donc, la qualité d'air est au cœur des sujets actuels. Et quand on pense qualité d'air, on pense souvent dans le bâtiment à la maîtrise de la pollution dans l'air ambiant. On pense centrale de traitement d'air, ventilo-convecteur, filtration, purificateur d'air, comme beaucoup de choses ont été présentées aujourd'hui par les panélistes. Mais souvent, on oublie de penser au principal vecteur de propagation de la pollution de l'air dans les bâtiments. Et donc, je vous parlais des réseaux de ventilation, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et donc, pour obtenir une bonne qualité d'air, il faut forcément un bon entretien des réseaux de ventilation.
Et je peux vous dire que cet état de fait, on le vérifie tous les jours chez Hygiénaire, à travers les audits et le monitoring de qualité d'air intérieur que l'on effectue fréquemment, et où la pollution particulière, et notamment donc les particules fines que l'on mesure, est souvent la cause de pollution plus importante dans le bâtiment. Et donc, voilà. En plus de permettre d'avoir une bonne qualité d'air, l'entretien des réseaux a bien d'autres intérêts évidents, en voyant les photos, du point de vue énergétique, économique et également sécuritaire. Donc, au niveau de la propreté des systèmes de ventilation, il existe une norme, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la norme EN 15780, qui définit et donne, entre autres, 4 points. La détermination du niveau de classe de propreté, les intervalles d'inspection recommandés, les niveaux de propreté acceptables et les méthodes de mesure de l'empoussièrement. Concernant les niveaux acceptables, je vais vous donner un exemple de seuil défini dans la norme. Comme vous le voyez là, ça c'est la norme, les tableaux de la norme. Donc pour un bureau tertiaire, donc, qui a un niveau intermédiaire en classe de propreté, il nous donne pour un réseau de reprise une valeur recommandée de dépôt surfacique de 4,5 grammes par mètre carré. Voilà, très bien, on a une norme, nous définissons les niveaux de propreté dans les gaines de ventilation, mais comment on mesure ces niveaux de propreté? Alors, une des méthodes classiques est l'utilisation de cette valise normée qui, par prélèvement de dépôt en gaine d'une zone définie, et peser de ce prélèvement va permettre de définir le niveau surfacique en grammes par mètre carré, comme défini dans la norme. Bon, la méthode classique a le mérite d'exister, mais elle a ses limites. Et je vous avoue que même si nous effectuons beaucoup de mesures, c'est quand même rare par rapport au nombre d'interventions de nettoyage des réseaux que nous effectuons. Alors, en effet, seule une intervention avec un prélèvement peut permettre d'avoir l'information au niveau de la propreté. Donc, en fait, si on fait un parallèle avec la maintenance des filtres pour une centrale de traitement d'air, par exemple, qui est plus parlant pour tout le monde, pour une centrale, on peut avoir un indicateur d'encrassement type manomètre à liquide ou autre, ou même, à la limite, une inspection visuelle du filtre peut permettre d'estimer s'il faut le changer ou pas. Je parle notamment de la préfiltration. Pour un réseau de ventilation, c'est plus compliqué parce que, effectivement, c'est à l'intérieur d'une gaine et donc il faut intervenir et faire ce prélèvement. Mais Eureka, le capteur d'empoussièrement ZAC Dust est arrivé pour vous et pour vous faciliter l'exercice. Donc le capteur, voilà, vous le voyez, c'est un capteur qui est basé sur une mesure optique, voilà, qui est là. C'est de l'infrarouge et qui permet d'avoir directement la valeur du taux d'empoussièrement. Il est fixé, comme vous le voyez, sur les trappes de visite qui sont présentes sur les réseaux de ventilation pour permettre l'entretien de ceux-ci. Le capteur optique, il est à l'intérieur de la gaine et l'électronique et la connectique se trouvent à l'extérieur de la gaine dans le petit boîtier gris, tout simplement. Alors, son installation, en fait, c'est comme je le dis, sur les trappes de visite. Donc, il s'installe sur tout type de gaine de ventilation rigide, qu'elle soit circulaire, rectangulaire, et sur tout type de diamètre. Pour avoir une bonne vue globale sur un réseau de ventilation d'un bâtiment, on préconise seulement l'installation d'un capteur par réseau. C'est suffisant. L'information de la mesure, elle est véhiculée par le réseau LoRa, qui est un réseau pas du tout énergivore et qui permet du coup d'avoir une autonomie d'un minimum de 3 ans des batteries qui fournissent l'énergie permettant le fonctionnement des capteurs. Cette information, elle est stockée sur un cloud sécurisé, permettant à l'utilisateur d'avoir accès aux mesures en temps réel. Il y a des applications, qu'elles soient mobiles, web, et également possibilité de donner l'information sur GTC directement. Ainsi, l'utilisateur, en fait, il a une vision instantanée de la propreté de ses réseaux par rapport aux seuils recommandés par la norme. D'ailleurs, ces seuils, pour information, ils sont ajustables si nécessaire aux besoins du client et par rapport à l'application demandée. Dans la démarche, on va proposer un package global
avec bien sûr l'étude des réseaux aérauliques et informatiques du site pour permettre l'installation des capteurs, la fourniture et l'installation des capteurs, l'hébergement sécurisé des données et la maintenance des capteurs. Pour terminer, et c'est l'essentiel, les bénéfices clients de l'installation de capteurs ZAC dans un réseau de ventilation, directement, c'est l'accès en temps réel du taux d'empoussièrement via le monitoring, permettant des alertes par rapport au seuil normatif. Et donc, toutes ces informations disponibles en temps réel permettent et facilitent grandement la mise en place possible d'une réelle maintenance prédictive avec une planification bien en amont d'intervention curative, donc le nettoyage des réseaux. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. J'étais peut-être un peu rapide, je ne sais pas. En tout cas, ça On a gagné une petite minute. Vous avez été rapide, mais vous avez été clair et nous vous en remercions, Patrice Girard. Alain Douillard a certainement reçu quelques questions. Oui, une question concernant les risques de dégradation du capteur lors du démontage régulier des trappes, ou est-ce qu'il y a nécessité d'un nettoyage de capteur à prévoir? Moi, je rajouterais aussi, est-ce qu'il y a une maintenance? En fait, au niveau de la dégradation du capteur, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. C'est un capteur, voilà, une fois qu'il est installé sur la trappe, comme vous voyez, il n'y a pas de raison. Et quand on va démonter la trappe, on va démonter l'ensemble du système avec le capteur dessus. Et donc, il n'y a pas de dégradation possible. Après, donc c'est un système que quelque part, nous, on garantit 3 ans, le temps du fonctionnement de la batterie et qu'on peut également changer. Et de toute façon, nous, on est capable d'intervenir s'il y a un besoin de maintenance, bien sûr, sur les appareils, voilà, parce qu'on est une société principalement de services et de maintenance. Donc, en fait, c'est également une force d'être toujours présent proche du client pour intervenir si besoin. Voilà. 2 autres questions, mais je crois que vous venez de répondre en partie à la première. C'est concernant, est-ce que ZAC intervient pour le nettoyage des gaines? C'est ça, oui. On intervient dans le nettoyage des gaines. Je n'ai pas présenté effectivement le groupe ZAC qui a beaucoup de prestations, qui travaille dans les salles blanches, qui travaille effectivement bien sûr dans la qualité d'air intérieur, mais également qui travaille dans tout ce qui est entretien de réseau de ventilation, que ce soit buée grasse en cuisine, mais également tout ce qui est dépoussiérage en tertiaire, voire industriel. Et donc effectivement, pour vous donner une idée, on nettoie environ 2500 km de gaines par an sur le territoire français. Voilà, pour vous donner un peu. Donc, effectivement, on est capable d'intervenir grâce à nos 19 agences sur le territoire français très rapidement sur n'importe quel site. Alors, une autre question, est-ce que la mise en place des capteurs sur les… alors, concernant… Oui. Quel est le coût du pack? Le coût du pack, effectivement, très bonne question. Donc, on va dire pour un bâtiment avec quelques centrales de traitement d'air, on a un coût pack complet, donc fourniture, installation, connexion au réseau, d'environ 600 € par réseau. Effectivement, c'est un coût assez fait par rapport à un entretien qu'on peut avoir sur un réseau aéroïque. J'ai 2 autres questions, comment dire, assez pointues. Mise en place des capteurs sur les réseaux de soufflage et d'extraction, ou y a-t-il, c'est-à-dire quel positionnement? La norme stipule que en fait, tous les réseaux, enfin la norme, et puis je dirais, on va dire le bon sens, mais c'est selon le client, hein, que tous les types de réseaux doivent être surveillés en termes de propreté, hein, que ce soit réseau de soufflage, reprise, voire extraction. Et la norme stipule les 3 types de réseaux. Donc effectivement, on installe les capteurs sur tous les types de réseaux. Mais si le client estime que, par exemple, son réseau de soufflage a une chaîne de filtration suffisante et qu'il n'a pas besoin par exemple, d'installer de capteurs, et à ce moment-là, bien sûr, on peut préconiser de faire que sur l'extraction. Mais tout type de réseau a normalement la nécessité de faire une surveillance au niveau de la propreté. D'accord. Ça s'oriente sur une question complémentaire qui concerne la représentativité de l'état global d'empoussièrement d'un réseau. À partir d'un seul point a-t-il été vérifié? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut plusieurs points de mesure ou c'est un peu dans le même esprit? C'est-à-dire, il y a en fait, on s'aperçoit que, bon, généralement, on a effectivement
L'installation du capteur se fait pas, on l'installe pas en sortie de centrale de traitement d'air ou sortie de ventilation, on l'installe un peu plus loin et quelque part par rapport au… Voilà, on a environ 50 sites installés déjà depuis à peu près un an qu'on commercialise le produit. Sur les 50 sites, donc bien sûr, on fait un peu des analyses au fur et à mesure et on enrichit notre connaissance, mais on s'aperçoit que quel que soit le point d'installation à partir du moment où il est sur un réseau, sur un réseau rectiligne, partie rectiligne d'environ une dizaine de mètres, et donc assez éloigné de la centrale, je dirais le point de prélèvement, quelle que soit la longueur, est à peu près conforme et donne la bonne valeur au niveau propreté. Une ultime question, c'est comment réalisez-vous la conversion entre une mesure d'empoussièrement de l'air véhiculé et l'encrassement surfacique des gaines? En fait, c'est une corrélation qu'on a fait par test, tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait une boucle de test et on a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la mesure optique, comment ça se passe, c'est qu'effectivement, on va avoir une perte, plus le réseau va être encrassé, plus il va y avoir une perte de signal optique. Et donc, on a corrélé cette perte de signal par rapport à une mesure surfacique. Donc, on a fait ça pendant 2 ans sur deux boucles et en situation réelle pour justement corréler la perte de signal par rapport au dépôt surfacique. Bien. Bon, grand merci Patrice Girard pour votre présentation et vos réponses à ces différentes questions. Alain, est-ce qu'on a maintenant ouverture complète à tous les internautes, quelques questions que tel ou tel voudrait poser? Ce seraient les toutes dernières avant la clôture de ce webinaire. J'avais une main levée de la part de Gilles Dubosc. Je vais permettre de lui permettre de parler. Allez. Voilà. Donc, demander la réactivation du micro. Voilà. Micro, vidéo si possible pour qu'on le voit, ce sera mieux. Si la personne le veut. Alors, pourquoi demander? J'ai demandé la réactivation du micro, mais il n'y a pas de… C'est la personne donc a la possibilité d'activer son micro pour pouvoir parler, s'il le souhaite. Bon, passe tout de suite à quelqu'un d'autre, puisque Gilles Dubosc ne laisse son micro fermé. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais remonter peut-être… Ah, si, il y a une question concernant Charot qui a été écrite, mais qui est venue après coup. C'est le pack Contrôle 4 peut-il générer un contrat afin de déclencher une priorité… non, excusez-moi. Le pack Contrôle 4 peut-il générer un contrat, excusez-moi, afin de déclencher une priorité ECS sur un générateur de type chaudière ou pack? Alors, oui, on va en fait surveiller la position de la 23 voies primaire, puisque c'est un signal 0,10 volts qui pilote sa position d'ouverture. Et en fonction du pourcentage d'ouverture de la 23 voies, on peut enclencher un contact. Si par exemple, on veut enclencher un contact à 80% d'ouverture qui correspond à une grosse demande de chaude sanitaire, on va régler 80% sur le paramètre priorité ECS et une des sorties relais va se fermer pour envoyer l'information à la chaudière. Merci beaucoup. Je n'ai pas de main levée. N'hésitez pas. Un message qu'Alain Baudin voudrait passer à tout le monde sur la sortie de CVC, Alain. Ah, eh bien, Alain, je te permets de… Je t'ai mis, il faut que tu ouvres le micro. Voilà. Ça va être bon. Oui, bonjour à tous. C'était juste pour dire, alors il a un peu de retard, mais que le prochain numéro de CVC va paraître demain et que dans ce CVC, on va bien évidemment présenter les différents produits du prix de l'innovation. Alors dans les pages profession, il va y avoir tous les récipiendaires de ce prix, et dans les pages innovation, on va présenter les 8 premiers produits, et dans le numéro du mois de juin, il y aura les 8 derniers produits. C'est ça, Paul? Non, cher Alain, on met tout. On en met tout. Eh bien, il y aura tout. Vous êtes tous présents dans le numéro qui sort demain. Eh bien, c'est parfait. Merci, Paul, de cette précision. Bien, quelques mots avant de donner la parole pour clôturer ce webinaire à notre président Michel Duclos. Quelques mots pour simplement remercier très, très sincèrement et chaleureusement les 6 panélistes. Vous avez été très bons, vous avez respecté la règle du jeu, vous avez été précis, technique, et vous répondez exactement à l'esprit de ce que nous attendions. Et je vous le dis très simplement, nous sommes fiers de vous compter dans les membres personnes morales de l'AICVF.
mon deuxième message s'adresse aux internautes. Alors, je ne les vois pas, ce qui est un petit peu frustrant, mais je veux les remercier très sincèrement d'avoir passé la majorité de cette heure et demie avec nous. Ils ont été manifestement attentifs. La qualité de leurs questions, le nombre de leurs questions sont là pour en attester. Et moi, avant de clore, je vous donne rendez-vous tous pour la deuxième édition que nous allons commencer à préparer dès demain matin avec Michel Marino, qui sera la deuxième édition du prix ICF de l'innovation. Et sur ce, je laisse la parole à notre cher président Michel Duclos. Merci Paul. Bonjour à tous. Félicitations à tous nos nominés, membres, personnes morales de l'AICVF. Félicitations aussi à Paul et à Michel qui ont porté ce projet de main de maître en moins d'un an. C'est incroyable ce qui a été réalisé. L'AICVF évolue, l'AICVF change. La Covid nous oblige tous à changer. Nous allons certainement changer de réflexion, changer sur beaucoup de choses. Mais comme on le dit, ces périodes de pandémie sont des périodes aussi qui sont précoces à l'innovation. Toutes vos innovations, en très, très grande partie, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Nicolas Dufour et Julien Casergue, sont sortis pour, dans certains cas, contrer la Covid, et nous en avons besoin. Notre avenir nous appartient. L'AICVF est une association qui progresse au niveau de ses membres, qui progresse au niveau de ses positions et des interlocuteurs qu'elle a. Nous avons mis en place de nombreux groupes de travail. Juste pour vous donner un petit peu de futur de notre association, la fin de cette ère Covid se présente et la vie, sans reprendre son cours normal, va continuer à évoluer. Et l'AICVF est énormément impliquée sur la RE 2020. Donc, vous allez tous, de près ou de loin, être impactés par cette nouvelle réglementation. Bien évidemment, nous allons communiquer et un petit conseil, bloquez sur vos agendas la date du 17 juin. Le 17 juin, nous allons organiser un webinaire gigantesque sur la RE 2020. Et la RE 2020, je vous donne un scoop, va être portée aussi par une mallette pédagogique. Et cette mallette pédagogique a été rédigée par l'AICVF avec l'aide financière, bien évidemment, des pouvoirs publics. Mais ça va être le lancement, donc le 17 juin, de toutes les explications de cette réglementation qui va bien évidemment vous percuter. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation, remercier tous les panélistes. C'est un nouveau terme que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais je remercie tous nos membres MPM, je remercie toute l'équipe d'organisation de l'AICVF. Et puis, on se revoit en 2022. Merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et merci Alain d'avoir bien managé l'opération. Oui. Bye. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci encore.